Ce mardi 24 janvier, c'est la journée mondiale de l'éducation. On en profite donc pour mettre en avant la belle initiative d'Extra School. Si l'appellation garderie est plutôt connue, l'accueil extrascolaire est pourtant bien plus qu'une simple surveillance pour les accueillants et les animateurs d'enfants. Ce mardi est organisée la seconde édition de la journée de l'accueil Extra School. Cette journée festive de mise à l'honneur est organisée par la plateforme de valorisation de l'accueil extrascolaire, initiée par des coordinations ATL, Badge et la FIL. Les missions de cette plateforme sont de visibiliser le secteur de l'accueil extrascolaire, revaloriser les travailleurs et les travailleuses et lutter contre un manque de reconnaissance qui pèse sur le secteur. Foncez donc vous renseigner sur leur plateforme www.extrascool.be. Bienvenue dans le podcast J'aime mon métier, le premier podcast belge qui met en lumière les métiers humains et inspirants des secteurs du social et de la santé. Je suis Émilie Vinsotte, co-directrice de la plateforme du Guide Social, la référence depuis près de 40 ans pour de nombreux travailleurs et acteurs psychomédico-sociaux. J'aime mon métier, c'est l'envie de mettre sous les projecteurs ces métiers essentiels et chargés de sens qui tissent notre secteur associatif au quotidien et qui jouent un rôle indispensable au développement de la société. Nous sommes donc partis à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui aiment leur métier. Des gens résilients, engagés, passionnés, animés par cette soif de relations humaines. Il y a des hasards amusants dans la vie. La veille de l'annonce officielle de son successeur, nous recevions au micro de J'aime mon métier Bernard DeVos, délégué général aux droits de l'enfant, qui tardait à se faire remplacer depuis des mois pour cause de désaccords politiques. À la veille de sa retraite, c'est désormais un hommage que nous lui rendons aujourd'hui, à sa carrière et à son engagement pour la défense de près de 1 million d'enfants belges. Bernard nous raconte ses premiers amours de terrain en tant qu'éducateur, une profession qu'il a exercée pendant presque 30 ans. Alors qu'il devient, en début de carrière, l'expert des adolescents compliqués, il termine son parcours convaincu de l'indispensable priorité à investir massivement dans la petite enfance. Tout se joue les 1000 premiers jours de vie. Aujourd'hui, on se laisse inspirer par le parcours d'un optimiste invétéré. On aborde avec Bernard le plaisir que provoque l'engagement citoyen, l'évolution de l'enfance ces 15 dernières années et ses combats pour les mineurs migrants. J'en profite pour te souhaiter bon vent Bernard et merci d'être passé par chez nous. Bonjour Bernard. Bonjour. Comment tu te sens ? Fort bien. J'aime bien, moi, parler, c'est bon. Parfait. Je te propose de te présenter et puis de nous présenter le métier pour lequel tu es venu aujourd'hui. Alors, donc, mon nom, c'est Bernard DeVos. Je suis le délégué général droit de l'enfant. C'est un nom un peu compliqué à retenir. Je suis donc le défenseur des enfants. Et puis, je suis éducateur de formation. Et quand on est éducateur un jour, normalement, on le reste jusqu'à la fin de sa vie. Et puis, je suis aussi islamologue. Qu'est-ce que fait exactement un délégué général aux droits de l'enfant ? Alors, de manière générique, comme je disais tout à l'heure, c'est le défenseur des enfants. C'est celui qui veille à l'intérêt supérieur des enfants et à l'exercice de leurs droits. Il y a une convention qui date de 89, qui est une convention internationale qui reconnaît une série de droits aux enfants. Et notamment dans cette convention, le droit au loisir, le droit au repos, le droit au jeu. Donc des droits très spécifiques des enfants qui ne sont pas toujours respectés. Puis des droits très, très importants. Enfin, moi, je ne fais pas de hiérarchie dans les droits de la convention, mais c'est clair qu'à côté du droit au jeu, à côté du droit au loisir, il y a surtout le droit à avoir un toit, à avoir de quoi manger, d'être accueilli quand on est en situation de migration, d'être protégé des injustices, de la violence, des maltraitances. Tout ça, ça se trouve dans la Convention. Et mon job, c'est de veiller à faire que ce soit respecté par les autorités du pays. Et pour ça, si on veut rentrer dans le détail, j'ai quatre missions principales. La première, c'est récolter et traiter les plaintes et les questions relatives à l'application. Qui que ce soit peut me demander, me poser une question ou porter plainte auprès de moi sur une atteinte aux droits des enfants. Donc ça peut être des parents, des enseignants, mais des enfants eux-mêmes, évidemment. Et puis la deuxième mission, c'est assurer la promotion de la Convention. Elle date de 89, elle est encore mal connue, donc mal pratiquée. Inspecter et contrôler l'application des règles, des décrets, des arrêtés qui concernent les enfants et les lois. Et puis la quatrième mission importante, c'est interpeller les autorités politiques et administratives et leur faire des recommandations pour améliorer la situation des enfants. Au moins une fois par an, je le fais à l'occasion de la remise de mon rapport d'activité, mais je le fais très régulièrement à d'autres moments. Ok.
Avant de revenir sur ces 15 années assez riches, je peux l'imaginer, j'aimerais bien savoir un peu plus sur ton parcours professionnel, parce que ton premier boulot, c'est celui d'éducateur. Est-ce que c'était un métier que tu as eu envie de faire toute ta vie? Ah ouais, ouais, donc quand j'avais 15-16 ans, je voulais être éducateur. Et moi, quand j'étais pas trop mauvais élève à l'école, mes parents voulaient absolument que je fasse le droit. Donc moi, je voulais pas, je voulais être éducateur absolument. Et ma mère me disait, mais si tu fais le droit, tu pourrais être juge des enfants, tu pourrais être avocate pour la défense, ce serait beaucoup mieux. Et donc non, j'ai été éducateur. Ce qui est amusant, c'est quand j'ai été nommé délégué général, j'avais une cinquantaine d'années, je pense. Ma mère vivait encore et le titre de la livre, c'était Bernard de Vos, le nouvel avocat des enfants. Elle s'est dit, yes, ça y est, on l'a enfin, enfin, voilà. Mais donc j'ai été éducateur très vite. J'ai commencé à travailler dans le secteur de la psychiatrie infantile pendant quelques années. J'étais dans une institution qui est connue, d'ailleurs très connue encore aujourd'hui, qui s'appelle La Petite Maison, qui accueille des enfants en souffrance psychologique. Et je me suis retrouvé avec un psychiatre qui était un peu à la masse. Et donc, il a fallu un peu dénoncer des pratiques assez particulières. Il a été mis à la porte et moi, j'ai très vite été mis à la tête du secteur adolescent de la petite maison. Je crois que j'avais 25 ans, je dirigeais déjà le secteur adolescent, c'était un peu vite. Puis, j'ai travaillé pour Médecins sans frontières pendant un bout de temps et puis j'ai créé des dispositifs et des services dans le secteur de l'aide à la jeunesse. Et puis, je suis devenu aussi directeur de SOS Jeunes, juste avant d'être délégué général. Tu as un CV long comme le bras. Euh, Oui. Explique-nous un petit peu, c'était quoi ta vision? Tu as commencé ton métier d'éducateur début des années 80. C'est quoi le métier d'éducateur à cette époque-là? Il est Mais perçu comment? Qu'est-ce qu'on y fait? c'est encore un peu malheureusement comme ça aujourd'hui. C'est pas la fonction, j'ai envie de dire, sociale ou thérapeutique la plus appréciée. Pourtant, c'est le quotidien, c'est vraiment la fonction la plus importante. Je veux dire, c'est celui qui est là tout le temps, l'éducateur. Il est là du matin au soir, du soir au matin. Il est là dans les moments faciles, dans les moments difficiles. C'est lui qui accompagne. Moi, j'adore le mot accompagner. C'est campagnard et c'est partager le pain. C'est celui qui est là au quotidien. Il y a d'autres métiers qui font ça, mais le métier d'éducateur, par principe, pour moi, c'est ça. C'est la grande proximité. Et puis, c'est celui qui essaye de faire, entre guillemets, la synthèse des autres interventions qui peuvent tourner autour d'un enfant ou d'un jeune. Et donc, c'est cette fonction-là, moi, j'aimais bien, cette espèce de richesse relationnelle. Bon, alors évidemment, c'est pas toujours super facile. C'est pas un métier valorisé, je disais tout à l'heure, mais c'est très valorisant par contre. Mais c'est très peu valorisé dans les équipes éducatives. L'éducateur, c'est souvent la petite main. On va en réunion d'équipe, c'est encore aujourd'hui, c'est souvent le travailleur social et l'assistant social, le psy, le sociologue parfois, qui va donner sa parole, et celle de l'éducateur, qui est pourtant celui qui est le plus en contact avec le quotidien des enfants et des jeunes, c'est pas toujours le plus écouté. Et donc moi, je suis toujours battu pour faire en sorte que ce métier soit revalorisé, et financièrement, et dans la conception du travail d'équipe, et dans la société en général. Et au fond de toi, tu penses que tu voulais être éducateur, pourquoi? L'idée d'être utile a toujours été super importante pour moi. L'idée d'entrer en relation avec des gens qui sont en difficulté, leur apporter quelque chose sans technique, entre guillemets. Pour l'éducateur, la relation, je ne veux pas dire qu'elle est simple, elle est travaillée, mais elle n'utilise pas beaucoup de techniques. C'est juste la capacité d'être en relation et de faire en sorte que cette relation apporte quelque chose à la personne qui est, entre guillemets, accompagnée. Pour moi, c'est ça. Et donc, bon, alors j'ai écrit un peu, j'ai écrit des livres, etc. Donc, je peux pas dire que j'ai pas envie de dire, je me définis pas comme un con, quoi. Mais je suis pas un intellectuel et en tous les cas, je suis pas un académique. Je suis quelqu'un de terrain qui a eu l'occasion de faire des chouettes rencontres avec des académiques, avec des intellectuels, qui a pu effectivement prendre un peu de distance par rapport à son vécu de professionnel. Mais je me reconnais pas quand j'écris de manière simple, quoi. Je veux dire, je me fous des références, etc. J'aime bien écrire ce que je vis. Et c'est ça qui m'a plu dans ce métier-là, cette simplicité, entre guillemets. Tu as des souvenirs de premières claques comme ça de terrain, de premières rencontres avec le terrain, des anecdotes à partager? J'en ai pris des énormes. Moi, je veux dire, moi, quand j'étais à la petite maison, là, j'étais tout jeune éducateur, j'avais 20 ans et je travaillais dans une institution où le psychiatre avait trouvé malin de faire ce qu'on appelle du rebirth. Donc, on fait redescendre des adolescents à des stades pratiquement utérins, quoi. Donc, c'est assez particulier avec une réflexion sur la lumière, etc. Mais enfin, en attendant, je voyais des éducateurs qui donnaient des bains à des enfants parfaitement sexués, des adolescents, etc. Et je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ici? Et donc, moi, j'avais envie de faire différemment, quoi, sans rentrer dans ces grands machins très psychologisants. Je me rappelle que je voyais
des gamins qui frappaient à la fenêtre des portes, des fenêtres avec des portes avec des fenêtres, disaient une cigarette, enfin des gamins complètement sous médoc. Et moi, j'ai eu envie de montrer qu'il y avait moyen de prendre en charge des gamins qui étaient borderline, parce que ceux qui étaient pris en charge par cette institution à l'époque, c'était des gamins qui avaient une souffrance psychologique, plus passage à l'acte contrevenant, donc des gamins qui avaient un parcours entre guillemets délinquant et qu'on pouvait pas arrêter, quoi. En fait, c'était ça. Et donc moi, j'ai voulu montrer qu'il y avait moyen de faire autrement. Et donc j'ai ouvert une structure pour ces gamins-là en ville, qui s'appelait Babylone. C'est l'antipsychiatrie, quoi, en fait. Hein. C'est l'inspiration italienne. Comment on fait pour soigner, entre guillemets, pour être dans le soin, dans l'accompagnement, sans rentrer dans des structures lourdes, des camisoles chimiques, etc. Et j'ai trouvé ça passionnant. Mais j'ai eu des claques, j'en ai pris, et des vrais en plus, évidemment. Hein. J'ai pris des coups de poing, Ça m'a appris, entre guillemets, à prendre de la distance par rapport à des choses difficiles, très vite. Et quels étaient tes outils, justement, si tu pouvais conseiller les éducateurs d'aujourd'hui? Alors, je vais dire, j'ai quand même vécu une époque professionnelle qui n'a plus de pareil aujourd'hui. Je veux dire, il y avait quand même un vent de liberté à ce moment-là beaucoup plus important qu'aujourd'hui. Je veux dire, c'était beaucoup moins cadenassé. Les séjours de rupture, aller en montagne. Moi, j'étais montagnard, très féru de sport-aventure. Séjours de rupture, ça n'existait pas. Bon, on s'est dit, tiens, si on prenait ces gamins-là pendant 8 jours, ou 10 jours, ou un mois dans les montagnes de la Sierra de Guara ou au Maroc, peut-être bien qu'on pourrait avoir un vécu plus intense avec eux. Donc, on a créé des stages de rupture avant la date, quoi, avant que ça existe. Et puis, on a créé, il n'y avait pas encore les Restos du Cœur à l'époque, mais on a créé une cantine pour les jeunes qu'on prenait en charge dans le quartier. Ils avaient chacun un petit appartement, une petite chambre dans le coin. Et puis, on a créé un lieu d'accueil collectif. Et puis, on s'est dit, bah tiens, les petits vieux du coin, ils ont aussi envie d'avoir un repas pas cher. Et donc, on a créé une cantine. Et puis, donc, on avait la possibilité, peut-être plus qu'aujourd'hui, de créer. Mais moi, le conseil que je donne quand même aux gens, c'est d'être créatif, d'inventer toujours. Ne pas se limiter à suivre ce qu'on a toujours fait. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a encore de l'espace pour ça. Mais c'est sans doute plus difficile qu'avant. Et d'être engagé, alors? Parce que le militantisme, il est clairement à travers tout ce que Ah tu viens oui, mais le d'expliquer. militantisme, il vient avec le plaisir, en fait. Je veux dire, tu ne te dis pas, je vais militer pour une telle cause comme ça, si tu ne t'y retrouves pas toi-même là-dedans. Moi, j'ai appris quand j'ai travaillé pour Médecins sans frontières pendant un bout de temps. Parce que là, j'ai travaillé sur des missions d'urgence un peu partout, notamment en Irak. Tu te dis que si tu ne t'y retrouves pas toi-même là-dedans, tu restes pas. Si tu ne te dis pas, je fais partie de l'histoire, je suis utile, je fais quelque chose dans ma conception qui est bien. Quand je vais rentrer, je vais en parler, je vais pouvoir témoigner, etc. Si tu n'y trouves pas un apport personnel, un plaisir personnel, tu ne tiens pas le coup. D'ailleurs, j'ai vu le nombre de défilés, le turnover dans les équipes de MSF à l'époque, c'était colossal. Parce que les gens y allaient pensant qu'ils allaient faire quelque chose pour le monde, changer le monde, etc. Donc, le militantisme, oui, mais il faut que les vrais militants sont ceux qui trouvent du plaisir à militer. Sinon, tu fais ça un bout de temps de ta vie et tu arrêtes, quoi. Tu t'essouffles. Tu t'essouffles. Il faut y retrouver, en termes de... Ça flatte ton ego. Enfin, je veux dire, il faut accepter de dire ces choses-là. C'est quelque chose de gai. Quand je rentrais d'émissions MSF, j'avais été là où l'histoire se faisait. Je rentrais, j'avais été utile, donc j'avais trouvé ce plaisir-là, mais aussi le plaisir de témoigner, de raconter, d'enthousiasmer à ton tour d'autres personnes qui pouvaient y aller. Donc ça, c'est quelque chose de gai aussi. Parle-nous un peu de cette époque, du coup, c'était après la petite maison. Tu te retrouves d'abord à voyager en Afrique. Quels souvenirs tu as de cette époque? C'est simplement, donc je quitte la petite maison. En fait, je quitte la petite maison parce que je dis aux médias que le psychiatre qui était supposé avoir été écarté revient parce qu'on a estimé qu'il a purgé sa peine, etc. Et moi, je dis non, ça c'est pas raisonnable. Et donc il rentre. Et donc moi, je dis dans les médias que c'est scandaleux et je suis viré pour faute grave pour avoir tenu des propos de nature à nuire à mon employeur. Et donc moi, je suis assez fier de ça finalement, et je pars. Et donc, ça faisait longtemps que j'avais envie, avec ma compagne de l'époque, de faire un grand voyage. J'équipe une Renault 4 fourgonnette et on est parti, quoi. Donc à l'époque, de nouveau, on pouvait traverser l'Algérie, on descend par le Maroc, l'Algérie, le Niger, on va vers Burkina Faso, Ghana, Togo, Bénin, enfin un grand tour, quoi, d'une petite année. On termine au Kenya, on vend la voiture, on va au Kenya, Tanzanie, on revient. Tu gardes quoi de ce voyage? Quand tu voyages avec une petite Renault 4, qui en plus n'est pas en bon état et qui t'oblige à t'arrêter souvent pour changer la courroie, nettoyer le ventilateur, enfin refaire des trucs parce que c'est une bagnole qui valait rien, tu es obligé d'aller lentement.
et tu vois le monde qui change, quoi. Tu descends, tu traverses l'Espagne, tu traverses le détroit, et puis tu arrives au Maroc, et puis tu rentres, tu vois que la population se métisse forcément, et puis tu arrives en Afrique noire, et puis moi j'ai tout aimé, quoi. J'ai tout aimé cette lenteur. Cette idée de prendre le temps, de rencontrer les gens, ne pas avoir de programme. C'est une parenthèse, entre guillemets, très, 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 très chouette pour moi, vraiment. Et le côté humanitaire, du coup, c'est là que tu as trouvé ce penchant qui t'a amené à MSF ou pas spécialement? C'est après, en rentrant, donc on avait été vraiment dans ce voyage épargné toutes les images de ce qui se passait en Irak. Pourtant, ça a été assez dur. Et quand j'arrive, j'entends ils cherchent des gens MSF pour charger des vivres dans des avions qui partent les premières missions humanitaires là-bas. Et donc, j'arrive, on me dit, bah non, c'est fini, y a plus rien à faire. Je dis, bon, voilà, tant pis, je laisse mes coordonnées au responsable là-bas. Et il était intrigué parce que le fait que, comme j'ai voyagé longtemps en Afrique, j'ai un double passeport. Ça veut dire qu'on a dû accrocher parce qu'à l'époque, on tamponnait de tous les côtés. Et donc, il y a un double passeport. Et il s'intéresse à ce que j'ai fait et il réalise que je suis assez débrouillard, en fait, parce que forcément, quand tu passes des frontières en permanence, que tu te débrouilles pendant un an, et à l'époque, il n'y avait pas de formation pour être logisticien. Et donc, il cherchait des logisticiens pour un ou deux logisticiens un peu compétents, ce qui n'était pas du tout mon cas, mais des débrouillards pour lancer les premières missions là-bas, en Irak. Et là, bon, j'avoue que ça, c'est évidemment une expérience assez folle parce que tu te retrouves tout de suite là où se fait l'histoire, je disais tout à l'heure, mais dans des situations de guerre, de conflit, où j'ai vu des gens mourir devant moi. J'ai pris en charge des enfants gravement brûlés, dont un est décédé dans ma voiture. Enfin, je veux dire, j'ai connu des trucs assez durs, mais de nouveau, tout en me disant, OK, ça vaut la peine, je suis utile, et j'y retrouve un plaisir personnel, enfin, une valorisation personnelle. Donc je suis rentré, et ils avaient besoin de quelqu'un d'autre pour partir en Russie, c'était la fin du communisme. Donc tu vois, j'ai vécu la fin du communisme sur la place rouge, moi, donc, parce que je fais des convois de vivres, parce qu'il n'y avait plus rien à manger là-bas, depuis l'Allemagne, enfin bon, bref, c'était très gai, quoi. C'était, enfin très gai, c'est très dur, humainement extrêmement riche, et l'idée de faire partie de l'histoire, d'être là où ça se passe, c'était quelque chose d'assez enthousiasmant, ouais. Et pourquoi tu as arrêté tout ça? Oh, simplement parce que, pour des raisons purement financières, en fait, hein. Donc, il fallait que j'ai voyagé pendant un an, j'avais économisé, j'avais plus d'économie, j'avais plus rien. Donc, j'ai cherché du boulot. J'ai répondu à une annonce pour reprendre la direction de SOS Jeunes, une grosse association de travail avec des adolescents, 24 heures sur 24. Et donc, voilà, je me suis présenté, j'ai été engagé. J'ai commencé à travailler là. Et puis, à partir de SOS, c'était très important pour moi parce que c'était la possibilité de lancer une série de projets à partir de là. On a d'abord lancé Quartier Libre, qui était une petite association de quartier qui dépend de SOS Jeunes. Et puis Solidarité, qui est un projet auquel je tiens beaucoup, justement sur l'utilité sociale, sur comment est-ce que... Puisque moi, j'ai trouvé du plaisir, entre guillemets, à être utile, quoi. Je veux dire, socialement. Oui, engagement citoyen. Je trouvais que c'était peut-être un bel outil, et l'histoire a quand même démontré que c'était un bel outil pour les jeunes. Il y a un fil rouge que tu as un petit peu perdu avec MSF, mais qui est la jeunesse depuis le départ. Qu'est-ce qui t'attire tellement dans l'aide à la jeunesse, maintenant, dans l'enfance, la petite enfance? C'est amusant que tu poses cette question-là parce que je dis ça très régulièrement. Au départ, en fait, quand je commence mon métier comme délégué général, je suis le spécialiste adolescents difficiles. C'est comme ça que je me suis fait connaître. J'ai écrit un bouquin, des articles sur le sujet. Je suis monsieur les adolescents difficiles. Et je termine mes 2 mandats en étant le chantre de l'accueil de la petite enfance. Donc je suis en dessous de 2 ans maintenant. Je suis à la naissance. Simplement, la jeunesse, l'enfance, c'est l'avenir. C'est une connerie ce que je dis, c'est un truc bateau comme c'est pas possible. Mais quand tu sais que maintenant que la recherche, notamment en neurosciences, te dit que les 1000 premiers jours de la vie, c'est super important, ben, les suivants sont aussi importants. Quand tu rates pas ces moments-là, quand tu fais en sorte que ces moments soient les plus épanouissants, que les enfants soient les mieux entourés, que leur intérêt soit le plus respecté, qu'ils connaissent les meilleures conditions de vie, tu te garantis que tu pars sur de bonnes bases. Sinon, tu cours toujours derrière. Et donc, je ne m'intéresse pas plus aux enfants qu'aux adultes. Tout le sort des adultes qui vont pas bien, le sort des adultes qui vont bien, qui font des trucs, tout ça m'intéresse aussi. Mais je suis plus intéressé professionnellement en tout cas, par le fait de donner de l'énergie pour faire en sorte que les enfants aillent le mieux possible. D'investir finalement dès le début, quoi.
C'est le bon terme. Il n'y a pas de dépenses. Je le dis tout le temps, même financièrement, il n'y a pas de dépenses dans le secteur de l'enfance ou de la petite enfance. Il n'y a que de l'investissement. Tout ce que tu mets comme pognon, comme énergie chez les enfants, et plus ils sont petits, plus c'est vrai, c'est tout ce que tu ne devras pas mettre plus tard. Il y a des recherches qui mettent en évidence que 1 € investi avant les 2 ans d'un enfant, dans les 1000 premiers jours, 1 € investi va te faire gagner entre 4 et 8 € selon certains spécialistes économistes qui disent que parce que tu ne devras pas mettre en place des systèmes de remédiation, de compensation, de réparation, tu auras commencé directement. Et donc, c'est surtout en termes de qualité de vie, évidemment, que c'est important. Je veux dire, tu as des adultes qui courent après leur vie parce qu'ils ont mal démarré. Et donc, c'est ça, je crois que c'est ça mon intérêt pour l'enfance et la jeunesse. Tu as des exemples comme ça qui te viennent en tête d'anecdotes à partager, d'enfants où tu t'es dit justement l'investissement a été bien fait, d'enfants que tu as pu recroiser après? Oui, bien sûr. Moi j'en ai plein, moi. J'en ai plein. Et ce qui me plaît aussi, c'est que c'est pas des parcours rectilignes. Donc moi, j'ai pris en charge des adolescents, notamment, qui avaient 15-16 ans, des meurtriers, mais voilà, donc je peux citer des prénoms. Marie-Vonne, qui est devenue, qui me suit toujours sur les réseaux sociaux, à l'époque, elle a tué quelqu'un, on a passé un bout de chemin, elle vit toujours elle vit, elle n'a pas la vie exceptionnelle, mais je ne l'ai plus revue, mais tous ces gens me retrouvent avec les réseaux sociaux, hein. On communique ensemble, elle a l'air d'avoir une vie relativement heureuse, mais j'ai d'autres histoires bien plus dramatiques, évidemment, hein, de gamins ou de gamines qui n'ont pas pu s'arrêter, parce que c'est pas un truc magique, hein, c'est pas parce que tu t'intéresses tout à coup à quelqu'un, justement parce que on s'y intéresse trop tard, quoi. Je veux dire, quand à 15-16 ans, quand les enfants, parce qu'on était enfants jusqu'à 18 ans, ont déjà accumulé une série de grosses difficultés, de douleurs, ils ont accumulé des retards, etc. C'est très compliqué de récupérer le truc, tandis que si tu commences tout de suite, c'est mieux. Mais oui, moi j'ai un plaisir fou d'avoir des contacts avec Véronique, si elle m'entend un jour, voilà. Donc elle m'appelle toujours mon tuteur préféré. Je l'ai connue quand elle avait 15 ans, elle doit en avoir maintenant 52, 53. Elle est toujours très très liée à moi. On s'écrit régulièrement. Nadine, enfin toute une série de gamins et de gamines comme ça que j'ai croisés. Mais à côté de ça, j'ai appris le décès de l'un ou l'autre dans des braquages, dans des trucs moins chouettes, problèmes de toxicomanie, etc. Donc il n'y a pas de recette miracle, hein. Il n'y a pas de recette miracle. La vraie recette, c'est de commencer le plus tôt possible. Voilà. Et puis comment est-ce que tu t'y prends finalement pour établir ce lien comme ça avec les bénéficiaires, les patients, les enfants, on peut les appeler de plein de termes différents. Il n'y a pas de recette, hein, mais je pense que quelque part, tu parlais d'engagement, il y a quand même l'engagement, quoi. Je veux dire, il faut arriver à surprendre, quoi. Je veux dire, par ta disponibilité, par ton engagement. Et la disponibilité, c'est pas d'être là 24 heures sur 24, mais d'être là pleinement. Et il y a un truc que j'ai retenu quand j'étais directeur SOS Jeunes, que j'ai essayé de faire rentrer dans la logique éducative de l'équipe, de manière générale, c'est que les engagements, c'est réciproque. Quand tu as un jeune à qui tu dis il faut que tu fasses un effort, il faut que tu produises un effort quelque part par rapport à ce que tu te sens capable de faire pour retourner à l'école, pour avoir une relation plus harmonieuse avec ta famille, etc. Tu dois pouvoir lui dire en échange, mais le terme échange, c'est sur l'échange, quoi. C'est pas un marché. C'est en échange. Moi, je vais essayer de faire ça qui va te faciliter la vie. Je vais te donner un coup de téléphone le matin. Je vais t'envoyer un texto pour te rappeler un truc. Ou on va manger un sandwich le midi, etc. Et au moment où tu revois le jeune après, et que tu tiens le fameux dossier, là, tu sais, parce que dans les institutions, il y a des dossiers, tu peux dire, tiens, regarde, t'as fait ça, moi j'ai fait ça, etc. Et donc, tu rentres en relation. La relation, elle arrive quand il y a un échange, il n'y a rien à faire. Et donc, c'est en échange de ça, je vais faire ça. Donc, je joue sur le terme échange, mais c'est vraiment ça. Je pense que c'est ça, en fait, le truc. Et puis après, il faut absolument dire à tous les éducateurs professionnels ou naturels, d'arrêter de prendre les jeunes au mot, les prendre au sérieux. Ça, c'est aussi un leitmotiv pour moi. Je dis souvent que si chaque fois j'avais dû me dire je change de métier, c'est trop dur parce que j'ai été traité de fils de pute, évidemment j'aurais arrêté depuis longtemps, quoi, parce que le nombre de gamins qui m'ont traité de fils de pute, c'est quand même assez colossal, j'imagine. Et on me demande qu'est-ce qu'il faut faire. Je dis, tu connais bien le gamin, tu dis écoute,
viens faire un câlin, quoi. C'est tout. Et ça marche. Et si tu le connais pas, tu dis, écoute, il me semble que tu as un truc un peu difficile à me dire, mais tu n'arrives pas à le formuler. Est-ce que tu veux qu'on s'y remette ensemble? Il suffit de dire ça 9 fois sur 10, tu prends pas de claque, hein. 9,9 fois sur 10. Moi, j'ai pris une ou deux fois des coups. Pourtant, j'ai pris en charge, entre guillemets, et j'aime pas le terme, pris en considération une série de jeunes, quand même, dont on disait qu'ils n'étaient pas gérables, quoi. Je veux dire, parce qu'ils avaient tué, parce qu'ils avaient violé, parce qu'ils avaient agressé, etc. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment prendre les enfants et les jeunes au sérieux, les mettre dans des conditions dignes, décentes, avoir un dialogue le plus possible et ne pas les prendre au mot, pas faire toutes les bêtises qu'ils peuvent dire, quoi. Pas prendre au sérieux tout ce qu'ils peuvent dire comme conneries, parce qu'ils en disent quand même, hein. Nous aussi d'ailleurs, mais eux aussi, clairement. Ouais. Et t'as voulu abandonner? Non, jamais. Jamais, jamais. J'ai eu des moments très difficiles, hein. Mais non, je me suis fait la réflexion il n'y a pas tellement longtemps quand j'ai commencé à imaginer que ça allait s'arrêter. Bon, ça ne s'arrête pas vraiment, mais ça fait quand même 16 mois que je me dis, bah voilà, je vais arrêter de travailler bientôt. Donc j'ai eu le temps de faire le tour de la question. Mais je me rappelle d'un trajet en voiture, je passe tout seul, je me disais, c'est quand même, je suis quand même un vernis de la vie, quoi. Je me rappelle pas, j'ai essayé de me souvenir de moments où je me serais dit, c'est difficile, je dois aller travailler. Je ne vais pas dire que ça a toujours été joyeux. J'ai eu des moments très tendus, notamment comme délégué général. Parfois, tu récupères beaucoup d'agressivité des gens, de la violence, parfois des menaces. Enfin, il y a des trucs un peu compliqués. Mais jamais je me suis dit que ça valait pas la peine, quoi. Tu vois, je me dis, voilà. Bon, j'ai peut-être une nature, j'ai pas une nature dépressive, ça c'est clair. J'ai plutôt une nature résiliente, donc voilà, ça aide. Mais je pense que oui, c'est ancré chez moi que j'ai eu une carrière merveilleuse et que c'est terrible à dire, mais je suis un vernis de la vie parce que rien ne s'est refusé à moi, quoi. Je veux dire, chaque fois que j'ai voulu mettre un truc en place, j'ai pu le mettre en place. Jusqu'à devenir délégué général, il faut quand même dire les choses comme elles sont. J'ai posé ma candidature parce que je trouvais que c'est important de dire quelque chose sur la fonction, sur le métier. Mais je n'ai jamais imaginé une demi-seconde que je serais nommé. Je suis le candidat par défaut. Je ne devais pas être nommé, moi. C'est un accident. Raconte-nous un peu alors, ce fameux Non, accident. c'est très simple en fait. Donc moi, je rentre ma candidature et les experts qui reçoivent les candidats estiment que ma candidature est bonne, donc ils me classent dans les favoris. J'étais directeur de SOS Jeunes, je n'avais pas forcément envie de partir. Je me sentais bien là, mais je voulais avoir l'occasion de rencontrer les experts, les parlementaires, pour dire comment l'institution devait évoluer, parce que je n'étais pas super fan de la manière dont mon prédécesseur travaillait. Donc je fais ça, mais je fais un mémoire de candidature ridicule, quoi. Je veux dire, c'est moins de 10 pages, un petit truc comme ça que je remets, voilà. Et puis après, je ne m'inquiète plus de ça, parce que je me dis, je ne vais pas être nommé, parce que clairement, et d'ailleurs maintenant évidemment on en parle encore plus que jamais, il y a une notion entre guillemets politique, hein, puisque c'est une nomination politique, c'est le gouvernement qui nomme, donc forcément c'est politique. Et j'estime toujours que j'ai bénéficié d'une nomination politique, mais particulière, parce à l'époque, il y avait deux partis qui faisaient la majorité, le CDH et le PS. Et il y avait 4 candidats, un étiqueté PS, un étiqueté CDH, une étiquetée MR. Bon, la MR, elle a glissé rapidement, elle était défendue par personne au sein du gouvernement. Et ils se sont engueulés, comme ils s'engueulent maintenant, entre écolo et socialistes maintenant, ils se sont engueulés de la même manière entre le CDH et le PS. Et puis il se fait que, concours des circonstances, voilà, donc ils ont dû trouver ce qu'on appelle un candidat par défaut. Et donc pendant tout mon mandat, j'ai dit, j'espère que quand je partirai, on pourra renommer quelqu'un d'indépendant, évidemment, clairement. Enfin, je me fous que la personne soit engagée politiquement dans un parti. C'est pas ça qui fait son indépendance. C'est ça, la capacité qu'on pressent qu'elle a de pouvoir prendre la distance par rapport à ses attaches politiques. Et donc, je ne sais pas du tout comment ça va se solder maintenant, parce que ça peut s'arrêter demain, ça peut encore prendre du temps selon les options que prendront, parce que j'ai vu que tu étais bien renseigné sur le sujet. Donc, voilà, donc c'est un peu chaud, quoi. Je veux dire, on ne sait pas très bien comment ça va se passer, mais j'espère qu'en tout cas, à la fin du processus, qui aura quand même fait de mal, hein, à l'institution, des choses comme elles sont, parce qu'on a quand même parlé de nous ça fait 10 mois qu'on parle de nous pour dire qu'il y a une guerre de succession, quoi. Je veux dire, c'est pas terrible, quoi. Je veux dire, surtout qu'on continue à travailler, hein, donc voilà. Bah non, on n'en parle plus du tout, très, très peu. Donc c'est pour ça que j'ai même fait un petit post, moi, sur Facebook en disant, écoutez, on bosse, quoi. Et donc, alors c'est vrai qu'on grossit un peu le trait, c'est difficile pour tout le monde, hein, pour les équipes surtout, pour les candidats c'est horrible. Pour moi, c'est le plus facile, hein, je continue à travailler. C'est pas les meilleures conditions de travail que j'ai connues, mais c'est pas terrible. Mais donc, ce serait bien que ça sorte. Et j'espère que la nomination sera chouette, quoi. Je veux dire que malgré la difficulté, que le candidat qui sera nommé sera celui de l'ensemble de la classe politique, pour qu'ils ne doivent pas justement justifier d'être partisans pour l'un ou pour l'autre. Sinon, ça affaiblirait l'institution.
Et quel est selon toi le profil qu'il faut pour le nouveau ou la nouvelle défenseur des enfants? Moi, j'ai même pas envie de dire ça parce que je donnerai mon point de vue et j'ai pas envie. J'essaie d'interférer le moins possible. J'ai dit à tout le monde dans mon entourage, si vous voyez que je joue la belle-mère, attachez-moi, renvoyez-moi quelque part, mettez-moi dans un avion, dans un bateau, mais envoyez-moi. Mais je suis sûr que je le ferai pas parce que je sais combien. C'est certainement une des qualités que j'ai reconnues en prédécesseur, c'est quand il est parti, il est parti. Hein. Donc, j'ai pas envie de dire parce que ça peut être tous les profils. Il y a moyen de faire quelque chose de ce métier, le plus beau métier de la terre. J'ai tellement dit, je veux dire, c'est tellement vaste, c'est tellement large parce qu'on on dit enfance, on dit jeunesse. On ne dit pas dans le détail, mais moi, je commence ma journée, je travaille sur des questions de mineurs auteurs de faits qualifiés infraction. Puis, je vais travailler sur une question d'adoption. Puis, je vais avoir une réunion sur l'éthique sportive. Et puis, je vais passer dans une réunion sur des propositions sur les enfants en situation de handicap, sur l'enseignement inclusif. Les thèmes sont très variés et les outils sont variés. Donc, je fais du travail de bureau, je rencontre des gens, je fais des interventions publiques, je fais des interventions médiatiques, je fais des réunions avec des experts, j'organise des forums. Enfin, c'est extrêmement varié. C'est passionnant. Ouais, je me suis, ah là, je t'ai dit que depuis le début, j'avais l'impression d'avoir été sous une bonne étoile, mais depuis le début de mon mandat, c'était plaisir tout le temps, avec des moments hyper durs, mais plaisir tout le temps. Des moments durs, comment est-ce que tu les as vécus? Tu les connais depuis le début de ta carrière? Comment tu les vis? Comment tu les traverses? La qualité du prochain délégué général, tu disais, c'est quelqu'un qui doit être capable de prendre sur lui. Hein, rien à faire. Quoi. Je veux dire, tu dois déplaire. Je veux dire, tu peux pas faire ce métier. Moi, j'aime bien plaire aux gens. Moi, je veux dire, comme tout le monde, je pense on aime bien être apprécié, mais tu dois accepter que tu vas être apprécié par certains et détesté par d'autres. Ça, c'est le premier truc. Et puis, il faut accepter que le job est à la limite entre l'action citoyenne, les enfants et tout ce qui et puis le pôle politique, puisqu'il faut quand même faire bouger des choses. Et le monde politique, c'est quand même un monde à part. Hein. C'est vache, quoi. Parfois, c'est dur, quoi. Et donc, quand t'es pas du sérail en plus, quand t'as pas de couverture, t'es ni PS, ni écolo, ni CDH, t'es tout seul, quoi. Hein. Donc, c'est chouette d'être indépendant, d'être autonome, mais parfois, tu bouffes ton crayon parce que tu dis comment je vais arriver à me faire soutenir, quoi, à être soutenu par l'un ou par l'autre quand t'es lâché par tout le monde, quoi. Et tu t'occupes des droits de près d'1 million de jeunes en dessous de 18 ans. Quelles sont, toi, les thématiques qui te prennent le plus par les tripes? Depuis le début de mon mandat, j'ai été très impressionné par la question de la pauvreté. Je l'ai dit des dizaines de fois, la pauvreté, c'est le fossoyeur des droits de l'enfant. Il n'y a pas un seul article de la Convention qui résiste à l'épreuve de la pauvreté, que ce soit le droit à l'alimentation, le droit à avoir un toit, le droit à participer, le droit à vivre en famille même, parce qu'on voit bien que les enfants qui sont placés, retirés de leur famille, sont principalement des enfants qui viennent des milieux les plus modestes. Et puis, la question des enfants migrants, moi, c'est des questions d'actualité, quoi. Comment est-ce possible qu'on ait laissé... Aujourd'hui, au moment où on parle, il y a au moins 25 mineurs étrangers non accompagnés qui se sont déclarés à l'Office des étrangers, donc qui auraient dû être protégés, et dont on ne sait rien du tout. On ne sait pas s'ils sont en vie, on ne sait pas s'ils ont un toit, s'ils ont à manger, s'ils ne sont pas exploités, s'ils ne sont pas abusés, on n'en sait rien, parce qu'on les a renvoyés à la rue après qu'ils aient fait la déclaration. Et je ne parle pas ici de centaines de mineurs qui vivent dans les gares à gauche et à droite et dont tout le monde, dans un pays riche et industrialisé comme le nôtre, semble se foutre. Hein. Ça n'a pas l'air d'évoquer grand-chose. Et puis alors j'ai aussi d'autres trucs plus enthousiasmants, plus sympas. Moi, je suis très intéressé par la question de la participation et l'expression des enfants et des jeunes. Ce sont deux droits très contemporains de la Convention de 89. C'est l'enfant qui devient un sujet de droit. C'est plus un objet qu'on trimballe, quoi. Ou à qui on ne demande pas son avis. Alors, je sais que certains préféraient avant, où les enfants mouftaient pas, faisaient comme... Mais la société a changé. Il faut justement éduquer les enfants à la participation, les éduquer à l'expression. Comment est-ce qu'on s'exprime? Comment est-ce qu'on participe? Comment est-ce que ça peut enrichir les parcours des enfants et pas les enlaidir? Quel regard tu as sur ces 15 dernières années et l'évolution de l'enfance, ces 15 dernières années avec les médias, avec l'Internet, avec justement les téléphones, avec les crises qu'on a eues? Moi, je dirais que ce qui est le plus marquant, c'est pas tellement les nouvelles technologies. Moi, je pense vraiment que ce qui est le plus marquant, c'est l'évolution du concept d'autorité. Ça, pour moi, c'est un sujet. D'ailleurs, je pense que c'est là-dessus que j'écrirai bientôt. On organise d'ailleurs au début du mois de mars une matinée sur le sujet. C'est-à-dire que
Et quand tu parles que ce soit avec des parents, des enseignants ou n'importe qui est en contact avec des enfants et des jeunes, tout le monde va se plaindre, entre guillemets. On ne sait plus les tenir. Les politiques, les bourgmestres disent, mais qu'est-ce que c'est, ils tirent des feux d'artifice sur la police. Les enseignants disent, mais c'est plus possible d'enseigner, ils courent sur les tables. Les parents disent, mais je ne peux pas obtenir ce que je veux, etc. Donc, il n'y a rien à faire. On ne fait plus autorité aujourd'hui de la même manière. Moi, je suis un fan de l'autorité. Je suis un fan de l'autorité. On ne grandit pas sans autorité, on ne grandit pas sans limite. Mais la manière de mettre les limites, la manière d'entrer en dialogue pour instaurer ces limites-là, ça a fort changé. Et d'ailleurs, on voit bien que les parents, notamment dans les familles, les adultes qui sont les plus instruits, les plus éduqués, les plus formés, sont ceux qui ont le plus de facilité pour se créer à la limite leur modèle d'autorité familiale, par exemple. Le modèle d'autorité avant, c'était pareil dans toutes les familles. Ici, parfois, c'est très différent. Et donc, ceux qui sont les moins en difficulté sont ceux qui peuvent se bricoler en discutant avec d'autres parents, en lisant, en regardant des reportages, etc., peuvent se bricoler un truc qui tient la route. Et les parents les moins instruits, les moins éduqués, ce sont ceux qui reproduisent des modèles d'éducation et d'autorité qui n'ont plus cours aujourd'hui et qui sont très souvent vite en difficulté avec leurs enfants. Alors quand j'entends les politiques qui disent parce qu'il y a des émeutes ou des événements urbains, etc., c'est de la faute des parents, je dis, oui, effectivement, mais c'est des parents qui sont extrêmement démunis, qu'il faut accompagner dans ces nouvelles méthodes, entre guillemets, d'éducation plus contemporaines en lien avec la société. Quant à l'école, elle a toujours le modèle d'autorité du 19e siècle. Hein. Il y a beaucoup d'écoles et beaucoup d'enseignants qui ont fait des choses merveilleuses. Il faut les encourager, pas les décourager, reconnaître ça. Mais de manière générale, on est encore, de manière caricaturale, encore sur un modèle d'autorité qui ne durera pas. Ne peut pas durer. Tu t'y prendrais comment si tu étais éducateur aujourd'hui en institution pour instaurer des limites, justement ? La pédagogie institutionnelle. Donc, moi, je suis baigné de De Crowley, de Freinet, de tous ces penseurs, de Montessori, tous ceux qui ont imaginé de créer, entre guillemets, un lieu, un lieu, il n'est pas physique, mais un lieu d'échange, un lieu de parole où les enfants et les jeunes sont invités, entre guillemets, à réfléchir les règles, le fonctionnement et à s'y impliquer à la hauteur de ce qu'ils sont capables de faire. Et donc, c'est un travail énorme. Et les droits de l'enfant nous poussent à ça. Hein, donc, à essayer de mobiliser les énergies des uns des autres, les capacités des uns des autres, les valoriser, les faire grandir progressivement. Donc, moi, je pense que les modèles non participatifs, notamment à l'école, devront changer. Je veux dire, ça ne durera pas. Je crois d'ailleurs que l'école, dans sa forme actuelle, va disparaître. Hein. Je ne sais pas à quel horizon. Est-ce qu'il y a un dossier qui t'a particulièrement marqué dans ta carrière ? Comme délégué général, je ne sortirai pas indemne avec la question des enfants retenus en Syrie. Ça, c'est un dossier pour moi emblématique parce qu'on m'a souvent reproché, et on me le reproche encore, de donner trop d'importance à ce dossier-là. Et j'ai répondu de manière assez simple pour moi. Je veux dire, je suis délégué général depuis 15 ans. Des situations moches, j'en ai connu tous les jours. J'ouvre des images atroces. On me raconte des histoires moches de maltraitance, de violence, etc. Mais je ne connais pas de situation où des dizaines d'enfants qui peuvent prétendre à la nationalité belge, même s'ils n'ont jamais été enregistrés sur place, sont en danger de mort imminent ou immédiat. Donc ça n'est jamais arrivé, à tel point qu'on sait que 5 enfants belges sont morts déjà dans les camps. J'ai pas de difficulté à assumer le fait que je trouve qu'il y a une espèce de trahison par rapport à la cause de l'enfant de la part des responsables politiques qui se sont un peu rattrapés, qui se sont un peu rachetés, mais il en reste encore. Et moi, j'ai toujours estimé que des enfants n'avaient pas à subir les conséquences des choix de leurs parents. Il se fait aussi que j'ai eu l'opportunité, la chance, je ne sais pas comment on appelle ça, ou le devoir, en tous les cas, d'aller sur place. Et que j'ai dit que j'allais, oui, c'est l'occasion de le dire. J'ai dit que j'allais travailler pour Médecins sans frontières dans des trucs moches. Je peux dire que j'en ai quand même vu des solides, mais aussi moches que ça, j'avais jamais vu, quoi. 80 000 personnes dans un espace prévu pour moins de 10 000. Il faisait facilement 40 degrés la journée et 35 degrés la nuit quand on y allait. Donc, on y est allé pendant une semaine. C'était dantesque, quoi. C'est pas possible. Et tu te dis, là, il y a des enfants et l'État belge, et je suis supposé défendre ces enfants-là. Difficile. Vraiment difficile, ouais.
Et je trouve qu'il y a un tronc commun avec les personnes qui passent par ce micro aussi, quand je leur demande comment est-ce qu'ils arrivent à vivre des situations compliquées, qu'est-ce qui fait qu'ils tiennent encore, même si ils ne défendent pas tous les enfants de la Belgique. C'est vraiment l'équipe, l'entourage, la reconnaissance, le merci. Je crois que c'est vrai. Je pense qu'il y a rien à faire. Donc, du plus proche au plus lointain, le fait d'avoir des gens qui te renvoient, et notamment avec les réseaux sociaux, ce qui est quand même un moyen de rester en relation avec un grand nombre de gens, c'est valorisant, quoi. Et tu te dis, bah, et j'ai toujours, moi, cette notion, entre guillemets, d'être utile. Je sais, en tous les cas, que ça m'a permis d'être globalement assez heureux, assez épanoui dans ce que je faisais. Et si, en plus, ça peut inspirer d'autres, ma foi, pourquoi pas? La notion d'investissement, je pense, dans la petite enfance maintenant, je la vois aussi dans l'investissement qu'on peut faire dans les professions du non-marchand, du social, de la santé. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais nous partager par rapport à la campagne, justement, J'aime mon métier qu'on fait quel serait, si tu pouvais encore avoir 15 ans devant toi et que tu te lançais plutôt dans l'engagement des professionnels, comment est-ce que tu voudrais les aider pour leur revalorisation? Je pense qu'il n'y a rien à faire. Il y a des questions de réputation, entre guillemets, d'abord. Il faut que les métiers soient mieux réputés. Il y a les questions financières, il y a les questions de pénibilité. Tout ça, c'est très important. Il faut surtout pas baquer ça. Mais moi, je pense que la question de la reconnaissance, elle est prioritaire. Ça, c'est vraiment ça. Donner une puéricultrice, est-ce qu'elle est reconnue? Est-ce qu'elle est valorisée dans la société aujourd'hui? Non. Alors qu'on sait combien, et je l'ai dit tout à l'heure, combien les premières années sont importantes. Mais qui est-ce qui est plus réputé, qui est-ce qui est plus reconnu? Un professeur d'université ou une puéricultrice? Le prof d'université, s'il se plante, s'il a une mauvaise approche pédagogique avec un étudiant qui est en deuxième master, il va mettre quelqu'un mal pendant quelques jours, mais en général, l'étudiante arrivera à passer parce qu'il a déjà une histoire. La puéricultrice qui fait un geste de travers, qui n'a pas la bonne attitude éducative, elle peut vraiment mettre l'avenir, entre guillemets, d'un enfant en danger. C'est la personne qui est la moins payée. C'est la personne qui est la moins reconnue, qui est la moins valorisée au monde, dans les métiers, entre guillemets, de humains, dans les métiers de contact. Et donc, finalement, c'est les métiers les plus importants qui sont les moins valorisés. Je disais tout à l'heure combien les éducateurs, qui, à mon avis, ont un rôle très important et pas facile, sont souvent encore, maintenant, aujourd'hui, les moins valorisés dans les équipes pluridisciplinaires. D'où le plaisir que j'ai à aller discuter avec des éducateurs, avec des enseignants de primaire, avec des puériculteurs, cultrices. On dit culteurs, il y en a 2 ou 3, je crois, mais enfin pas plus, mais plutôt des puéricultrices. Donc voilà, ça c'est le premier truc qu'il faut faire. Je sais par exemple que quand je gérais des situations de gamins, de gamines difficiles, j'étais souvent à la limite de mes compétences. Je veux dire, qu'est-ce que je fais là maintenant? Et donc, si tu ne veux pas abandonner et dire c'est trop difficile pour moi, tu dois avoir recours à l'équipe. Donc moi, je crois que le travail en équipe est super important et on n'y accorde pas assez de temps. Donc moi, je sais que quand j'attendais la réunion d'équipe, quand je travaillais même comme directeur avec mes collaborateurs, etc., en disant qu'est-ce que je fais dans cette situation-là? Donc moi, je dirais la reconnaissance, le travail en équipe, c'est 2 trucs, à mon avis, vachement importants. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire pour motiver la jeune génération à s'engager dans des métiers comme ça? Je crois fondamentalement qu'il y a un truc assez fou, c'est autour du plaisir, quoi. Il faut qu'on puisse dire, c'est un métier qui procure du plaisir, qui procure du bien-être aussi. C'est pas, comme on dit tout le temps, prendre toute la misère du monde sur les épaules. Si c'est bien fait, dans de bonnes conditions, avec une équipe éducative de qualité, avec des collègues qui ont envie, qui partagent les mêmes ambitions, c'est très très chouette. C'est très valorisant, c'est très gai, etc. Non, moi, je ne sais pas ce qu'il faut dire, moi. Je ne sais pas. J'en sais rien. Je ne suis pas capable de motiver autrement que par, entre guillemets, c'est de nouveau par l'exemple, hein. Je veux dire, c'est peut-être à ça que je sers. C'est que, en bout de carrière, après 45 ans de métier comme éducateur, je suis toujours là, je suis toujours enthousiaste, j'ai toujours envie. C'est que j'ai retrouvé quelque chose, sinon je ne serais plus là. Si tu avais une baguette magique pour améliorer la situation des enfants pour le prochain, tu lui donnerais quoi? Le prochain ou la prochaine, n'oublions pas. Oui, garder en tous les cas l'intérêt vraiment prioritaire pour la petite enfance. Moi, je suis estomaqué de voir combien on fait les trucs à l'envers, quoi. Je veux dire, tu sais,
Quand on sait aujourd'hui l'importance d'être bien accueilli, d'être bien drillé sur tout, hein, la qualité de l'accrochage avec les adultes, sur ces premiers apprentissages cognitifs, sur toute une série d'éléments comme ça, c'est complètement dingue. Et je ne dis pas que tous les enfants doivent passer dans un milieu d'accueil de la petite enfance, dans une crèche ou une halte d'accueil, etc. Mais je sais en tous les cas, parce que la recherche nous montre que les enfants qui n'ont pas cette expérience-là sont très vite à la ramasse dans le système scolaire déjà. Donc, si tu veux, il faut garder un intérêt pour la petite enfance, certainement. Et puis, il faut essayer de toujours travailler sur la participation des enfants et des jeunes. Parce que c'est ça qui va permettre notamment de faire évoluer le concept d'autorité dont je parlais tout à l'heure. Participation, autorité, ça va de pair. Les enfants ne peuvent pas participer réellement si le modèle d'autorité est encore autoritariste, entre guillemets. S'il est trop imposant, il n'y a pas d'espace de liberté et donc il n'y a pas d'espace de participation. Est-ce que tu aurais fait des choses différemment ? Peut-être, mais je n'ai pas de regrets. Peut-être que c'est présomptueux, mais non. Je te dis, j'étais en voiture, je me suis dit... presque la larme à l'œil en me disant j'ai quand même eu du pot, quoi. J'ai quand même eu de la chance, franchement. Bon, objectivement, j'aurais préféré que la sortie soit plus. C'est pas que je m'embête dans ce que je fais, c'est pas que mais j'aurais préféré que l'institution que j'essaie de mener pendant 10-15 ans avec un certain succès, entre guillemets, enfin, je sais, c'est ce qu'on m'a dit en tous les cas, ne soit pas décribilisée, que j'aurais préféré que ça aille un peu plus vite, quoi, entre guillemets. C'est un peu long. C'est pas une question personnelle, parce que j'aime toujours bien. Enfin, franchement, à la limite, je me dis c'est peut-être un signe que je dois encore rester, que je suis vraiment irremplaçable. Enfin, c'est pour rire, mais j'ai encore d'autres projets qui ne sont pas urgents, quoi. Je veux dire, je peux les mettre en place après, donc voilà. Ça restera le plus beau métier du monde. J'ai dit pendant des années qu'il fallait que les vieux cons s'en aillent à temps pour pas emmerder les suivants et pas prendre des places, donc je vais vraiment partir, mais je vais encore essayer de faire des trucs, quoi, tu vois, comme... Voilà, donc j'ai plus besoin de gagner ma vie. Normalement, je pourrais vivre avec ce que je touche à la retraite. Ça va pas être terrible, ça va être un peu compliqué, mais bon, voilà, je vais m'en sortir. Et à côté de ça, j'ai encore envie d'investir sur des questions sociales. J'ai plutôt envie de partir assez loin, sans doute travailler sur les mineurs étrangers de ma compagnie au Maroc, après, quand ce sera fini, quand on aura désigné quelqu'un à ma place, en 2027. Non. Pour terminer, j'aimerais bien te demander si tu as un livre, un film ou quoi que ce soit comme création culturelle qui pourrait nous aider à nous sentir dans tes baskets le temps de quelques instants. Oh, j'en ai plein. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé. Donc moi, j'ai une passion évidemment pour la culture arabe et pour la religion musulmane parce que je l'ai étudiée. Et j'ai toujours été, moi je suis fan de Amin Maalouf. Tout le travail d'Amin Maalouf est vraiment passionnant pour moi, parce qu'il permet de décloisonner, d'ouvrir des horizons, des champs de compréhension entre les cultures, entre les générations aussi. Donc c'est passionnant pour moi. Bien, merci beaucoup Bernard. Avec plaisir. Pour cet échange génial. Bravo pour cette magnifique carrière et puis merci. Inch'Allah pour la suite. Inch'Allah. Et merci pour l'invitation en tout cas. Merci à toi. Merci d'avoir écouté ce témoignage jusqu'au bout. Nous espérons qu'il vous a plu, inspiré, informé, remotivé, voire même donné l'envie d'une reconversion. Si c'est le cas, aidez-nous à diffuser ce podcast un maximum. Comment ? En partageant par exemple le lien du podcast autour de vous, en le notant de 5 petites étoiles sur les plateformes d'écoute ou en usant du bouche à oreille sans modération. Et si ces thématiques vous intéressent, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site du Guide Social ou directement sur le site de J'aime mon métier, www.j'aimemonmétier.be. Et enfin, si vous avez une question, une suggestion ou une envie de prendre la parole, envoyez-nous un email à podcast@guidesocial.be. Merci pour votre soutien et à bientôt.